On commence par je suis une femme française et d'origine algérienne, lesbienne et musulmane. Et dans musulmane, on peut mettre croyante et pratiquante. AVS avec Philippe Robichon. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon week-end, bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui Fatima Das. Bienvenue sur Beurre FM. Merci. Fatima Das, c'est pas votre vrai nom, c'est votre pseudo littéraire. C'est le nom de votre héroïne. Comment est-ce qu'il est né, ce double littéraire ? J'ai créé d'abord un personnage qui s'appelle Fatima Das. Et au début, je ne savais pas trop si j'allais prendre un pseudo ou si j'avais envie de mettre mon nom et ma vraie identité. Et en construisant ce personnage, je me suis rendu compte que j'avais envie de porter cette voix et de prendre le nom de ce personnage et de cette narratrice et d'incarner ce personnage et de porter sa voix après la publication. Ça tombe bien, c'est l'héroïne de votre premier roman qui vient de sortir, s'appelle La Petite Dernière aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière puisque avec cette rentrée littéraire, finalement, vous êtes partout. Est-ce que vous comprenez l'intérêt que vous suscitez de la part des médias ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'en comprends l'intérêt. En tout cas, je pense que c'est des sujets qui n'ont pas été encore abordés et que ça permet d'ouvrir des portes et d'ouvrir une parole qu'on n'a pas entendue jusqu'à présent. C'est la rentrée littéraire. Il y a un maximum de livres qui sortent. Ça veut dire que c'est très encombré. Ils sont peu nombreux ceux qui accèdent aux médias. Il faut le savoir. Et en plus, pour un premier livre, vous voyez, vous faites la une des Un Rock, et vous êtes partout. Vous êtes sur France Inter. Vous avez une sortie de rockstar, en fait. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Bah si, je suis obligée d'en avoir conscience. Il y a un moment donné où... Comprendre que c'est pas normal, vous voyez, c'est un... Oui, j'en ai conscience. J'ai surtout l'impression en 3 semaines d'avoir changé de vie et de passer d'une position incognito à devenir un personnage public. Et ça, c'est assez bouleversant. Vous aviez préparé vos parents à ce qu'elle est arrivée ? Oui, mes parents savaient que j'écrivais un roman. Ouais. J'ai commencé mon roman pendant mes études, en fait, pendant mon master de création littéraire. Et je leur en parlais. Surtout à ma mère. Ouais. Et vous lui disiez quoi à votre mère ? Parce que, par exemple, dans votre héroïne ne dit pas tout à sa mère. Tout à fait. Je lui disais, je lui racontais un petit peu l'histoire et j'ai pu lui lire des passages avant même que je finisse ce roman et avant même la publication. Et je lui parlais aussi de la fiction et de comment utiliser de la fiction. L'importance pour moi de mélanger des éléments de l'ordre de la vie réelle et de les modifier et de les transformer pour faire de la littérature. Et c'est quelque chose qu'elle comprenait très bien. Vous parlez de fiction. À quel genre votre livre appartient-il ? Je sais pas, j'ai envie de dire à aucun genre. J'ai écrit ce roman pour justement complètement faire exploser les cases. Et je l'appelle roman, mais j'aimerais bien ne pas l'appeler du tout. Ouais. On a beaucoup parlé d'autofiction. Mais finalement, est-ce que c'est le roman de votre vie ou pas ? C'est ça que les gens qui vous lisent vont essayer de comprendre. C'est que toujours quand on lit un écrivain, on veut savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais toujours. Et c'est la question qui obsède tout le monde et c'est la question qu'on me pose à chaque interview. Maintenant, je pense qu'on vit vraiment dans un monde où on cherche plus à savoir ce qui est de l'ordre de l'intimité de l'auteur que d'estimer une œuvre littéraire, en fait. Et cette histoire, c'est pas la mienne. Elle m'est pas étrangère parce que j'ai eu ces questionnements comme Fatima. J'ai eu un parcours qui fait que je lui ressemble. Parce que mes identités sont quasiment les mêmes que les siennes. On peut en parler de vos identités ? Ouais, bien sûr. On commence par quoi ? On commence par je suis une femme. Ouais. Une femme qui est née en France, donc française et d'origine algérienne. Lesbienne et musulmane. Et dans musulmane, on peut mettre croyante et pratiquante. Ouais. Et asthmatique sévère ? Et asthmatique sévère aussi, ouais. Parce que ça, c'est quand même
je pense pour ceux qui s'intéressent à la littérature, important. Ouais, je pense que c'est très important. Et mon texte, c'est... Il y a beaucoup d'asthme. Enfin, je veux dire, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je le ressens beaucoup dans la façon que vous avez de respirer et d'écrire. Ouais, vraiment, il s'est construit. Mon texte s'est construit dans cette respiration-là, en fait, dans cette non-respiration, je dirais, dans cet essoufflement. Et ces phrases courtes et ce rythme haché renvoient directement à l'asthme de cette narratrice qui souffre assez gravement de cette mauvaise respiration, ou en tout cas même avec cette maladie-là, de se sentir à côté. Elle va d'ailleurs à l'école de l'asthme pour apprendre des techniques de respiration. Tout à fait. Elle y va parce que déjà, elle a l'impression de ne pas respirer comme tout le monde. Et on lui répète qu'elle a une maladie qui va partir avec le temps, et ça la frustre beaucoup parce qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire avec le temps, et qu'elle a l'impression que ce temps-là, il est infini, et qu'elle sera toujours asthmatique. Et donc elle va à l'école de l'asthme, et là, elle rencontre un groupe, et elle écoute le corps médical lui expliquer comment elle pourrait traiter cette maladie-là, en prenant un traitement assez lourd, en essayant de ne pas oublier de le prendre, et en même temps, elle n'a pas envie de le prendre parce que elle n'arrive pas à tenir le rythme, en fait. Elle n'arrive pas à se rappeler à chaque fois de prendre ces médicaments-là. Et aussi, elle a l'impression que ça ne sert à rien, en fait. Beaucoup des identités dont vous nous avez parlé tout à l'heure se voient. L'asthme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, en fait. L'asthme est une maladie invisible et qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent quand on fait une crise d'asthme. Et parce qu'il n'y a pas de... On ne voit pas, quoi. On ne voit pas cette maladie-là. On peut se fier juste à ce qu'on entend, parce qu'on a des sifflements quand on fait une crise d'asthme, mais pas toujours, d'ailleurs. Et on a tendance à minimiser cette maladie, ou en tout cas ne pas prendre conscience que ça peut être très grave, en fait, si on n'est pas alerte quand on fait des crises d'asthme. Votre livre est écrit comme une punchline. Finalement, ça vous vient d'où, l'art de la punchline? C'est votre mère? Souvent, les mères algériennes sont des punchlineuses qui s'ignorent. Sur le moment, on ne le sait pas, c'est après qu'on ressort les meilleures punchlines des mamans. Je crois que c'est un tout. Je pense que la punchline, elle vient aussi de la langue arabe. Elle vient de ces phrases assez fortes dans lesquelles on peut baigner au sein de notre famille. Et bien sûr, la mère, elle a toujours la bonne phrase exacte. Et le personnage s'est construit dans ça. Après, mon texte, il est aussi très empreint de ce que j'ai pu lire, de la recherche d'un rythme haché qui va vite et qui dit sans contour, sans chercher la longue phrase, et qui va au plus près de ce que j'essaye de dire sans essayer d'en dire trop non plus. C'est ça, c'est en ça que la punchline, c'est pratique. C'est efficace et on ne s'étend pas. Ouais, je pense que la punchline, elle permet de dire quelque chose de parfois difficile, de manière très simple, souvent empreint d'oralité. Et elle sonne, elle claque un peu dans tous les sens du terme. Quelle est votre punchline préférée à vous, Fatima? Dans mon roman? Ouais. Je réfléchis, c'est difficile de choisir une punchline. On réfléchira pendant la phrase de pub, mais je me reposerai la question. Très bien. Vous avez conscience d'avoir fait le roman de la rentrée où il y a le plus de phrases en arabe et qui parle le plus d'islam, et que personne n'a remarqué finalement, et que c'est passé comme une lettre à la poste? Parce que ça, moi, ça m'a fait rire. Bah, je sais pas si personne ne l'a remarqué. Enfin, je veux dire que tous les journalistes qui ont l'habitude, si on leur disait, ouais, tu vois, il y a beaucoup d'arabes, il y a beaucoup de... Tu verras, il y a des sourates du Coran, et c'est passé comme une lettre à la poste, en fait. Ça a dû passer parce que ça parle aussi d'homosexualité. Ouais, c'est pour ça en fait, ça a été un leurre, finalement. Bah, bien sûr. Mais j'ai l'impression que si ça ne parlait que d'islam, ça n'aurait pas eu la même réception. Et de toute manière, moi, je ne sais pas de raconter seulement la foi sans apporter d'autres complexités. Mais c'était très important pour moi qu'il y ait cette langue arabe
Alors, cette foi et cette pratique. C'est quoi cette langue arabe que vous proposez dans votre livre? C'est de l'arabe littéraire? Non, c'est du dialecte algérien. C'est de l'algérien, ouais. Darija. Et j'avais envie de mettre cette langue aussi en écriture phonétique, pour que ce soit accessible à tout le monde, en fait. À nous? À tout le monde, tout le monde. Ceux qui parlent pas? Ceux qui parlent pas, ceux qui lisent pas, mais la narratrice ne lit pas l'arabe. Donc c'est sa manière aussi elle le lit en phonétique. Donc c'est vraiment une retranscription au plus proche de ce qu'elle est, et de ce qu'elle comprend, et de ce qu'elle sait, et de ce qu'elle ne sait pas aussi. La narratrice fait beaucoup de dhikr. Mais alors, vous le faites dans quelle langue? Elle le fait dans quelle langue? Elle le fait en français. Mais parce que c'est la langue. Quand elle s'adresse à Dieu, je veux dire. Oui, ouais. Oui, c'est en français, à part pendant les prières où là, elle récite des versets qu'elle connaît par cœur, en arabe, littéraire. Mais le dhikr, elle le fait en français parce que c'est la langue dans laquelle elle se sent le mieux. Elle se sent le mieux parce que c'est cette langue qu'elle parle, qu'elle a l'impression de maîtriser, mais pas complètement non plus. Et l'arabe, ça reste une langue qui lui est un petit peu hermétique, dans le sens où quand elle va en Algérie, on lui rappelle qu'elle a un accent, et on lui rappelle qu'elle est française et qu'elle est née là-bas, et que c'est la seule de sa famille à être née là-bas. Et donc elle a aussi un... Oui, parce qu'elle a deux autres sœurs qui sont nées en Algérie. Tout à fait. Et il y a la sœur absente, bien sûr, qui tourne autour du roman. Tout à fait. Tout à fait. Et ces sœurs-là parlent bien... C'est peut-être elle, finalement, la sœur préférée. Peut-être. Celle qui n'est pas là. Peut-être. C'est possible. C'est souvent les absents qu'on aime le plus. D'habitude, c'est la petite dernière, vous savez. Oui, on dit souvent ça. Et vous, justement, la petite dernière de votre roman, on n'a pas l'impression que c'est la préférée. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a une préférée ou pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait d'écrire... c'était aussi de renverser cette position-là de la petite dernière qui est chouchoutée, qu'on aime plus que les autres. La petite dernière dans ce roman, c'est celle justement de qui on se méfie le plus, qui est différente, qui est à côté, qui n'est pas comme nous. Et donc cette petite dernière-là, tout de suite, elle se sent pas très protégée finalement. Comment on dit en arabe, la petite dernière? La mazozia. Ouais. Vous aimez la sonorité de ce mot, pourquoi? J'adore. Je trouve qu'il frappe ce mot. Et en même temps, il est très doux. Pourquoi vous ne l'avez pas dédicacé à Nina, votre livre? D'ailleurs, il n'y a pas de dédicace dans votre livre. C'est une tradition, vous savez, la dédicace. Ouais, je sais. Pourquoi? J'imagine que c'est délibéré. Oui, c'est délibéré. Pourquoi je ne l'ai pas dédicacé à Nina? C'est une bonne question. Même si vous dites que quand même, c'est l'histoire, voilà, c'est pour elle. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a assez dans le texte. Il y a assez dans le texte et qu'il n'y a pas besoin de dédicace. Je sais pas s'il y a... Quand on vous a proposé de faire une dédicace, qu'est-ce que vous avez répondu? On n'en a pas évoqué cette question-là, mais parce que j'en avais pas l'envie et j'avais pas exprimé l'envie de dédicacer le moment. À quel moment votre héroïne, elle comprend qu'elle est différente des autres dans sa sexualité, en fait? Je crois qu'elle comprend qu'elle est différente des autres à l'adolescence, mais je crois qu'on peut pas parler juste de sexualité. Il y a aussi ces questions de genre qui arrivent à l'adolescence très vite, avec le fait qu'elle ne représente pas ce que sa mère veut, c'est-à-dire être une fille comme toutes les autres petites filles. C'est-à-dire porter des robes, aimer les activités de filles, être sage, des choses qu'on a l'impression qui appartiennent qu'aux filles. Et il y a ce moment-là aussi à l'école où cette CPE lui dit devant sa mère, mais elle se comporte comme un garçon. Et là, c'est d'autant plus une violence parce qu'elle a l'impression que tous les mondes se rejoignent pour lui dire quelque chose. Et donc elle se dit, mais en fait, là, je suis à côté. En fait, là, je suis différente des autres. Je suis pas celle qu'on attend. Donc c'est à la fois violent et en même temps, c'est une prise de conscience pour la suite. Et concernant l'homosexualité, je crois que ça
c'est quelque chose qui flotte tout au long du roman. Je ne sais pas s'il y a un moment précis, mais en tout cas, si peut-être le moment à Budapest et ce jeu-là d'action-vérité avec Lola qui lui fait un bisou et là le soir elle pense qu'à ça. Mais elle conscientise pas encore. Mais c'est pas elle qui avait demandé de le faire. Hein. On lui a demandé de le faire. On lui a demandé de le faire. Et c'était difficile pour elle parce que tout d'un coup, on lui mettait ça en pleine figure en fait. Et là, c'était pas elle qui s'exprimait, c'était on te dit de faire ça, pourquoi on te dit à toi de faire ça? Et là aussi, on se sent différent. Pourquoi on n'a pas demandé à Rokia de le faire? Rokia, c'est la meilleure amie. C'est un prénom qui s'invente pas quand même, Rokia. J'adore ce prénom. Et mais en islam, c'est particulier, Rokia. Ouais. C'est peut-être pas ça s'écrit pas de la même façon, non. Mais c'est particulier, oui. Ouais. C'est tout un truc. Mais du coup, je pensais pas à ça. Non, d'accord. Il n'y a pas de lien direct avec ça. Et pourtant, on pourrait en trouver, en fait. Quand je pense au personnage de la meilleure amie, qui peut être assez salvatrice. À qui elle dit tout, finalement? Elle se confie drôlement à sa meilleure amie. Elle se confie, ouais. Elle arrive à parler avec elle. Parce que Rokia, elle a cette pudeur et elle a cette acceptation. Elle lui laisse la place de dire ces choses-là. Et même parfois sans les dire, et elles se comprennent très bien. Il y a une complicité qui fait qu'elles ont une relation incroyable, et puis elles ont grandi ensemble. Donc Rokia a assisté à tout, si on peut dire ça comme ça. On comprend que son père l'a jamais appelé Benti. Pourquoi? Mais son père l'a jamais appelé Benti parce que d'abord on ne sait pas bien s'il désire un garçon, ou s'il pense que c'est un garçon, ou si juste il n'a pas envie de l'appeler ma fille. Parce qu'il ne considère pas que c'est la fille qu'il voulait avoir. Parce qu'elle représente pas, parce qu'elle n'est pas ce qu'il désirait. C'est-à-dire qu'il voulait un garçon. Un garçon. Ou pas la fille modèle qu'on attend. Mais on ne sait pas bien si c'est le père qui désirait un garçon, ou si c'est la mère, ou si c'est les deux, ou si juste il ne voulait plus d'enfants. Ce qu'on sait, c'est que le père et la fille, à un moment donné, ne se parlent plus. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... On ne sait pas bien non plus. On ne sait pas bien, non mais moi c'est possible de savoir pourquoi ils ne se parlent plus. On ne sait pas bien. Ce qui ouvre beaucoup de portes en fait. Après on imagine plein de choses. Le lecteur peut imaginer plein de choses. Pourquoi est-ce que subitement, alors qu'il y avait une vraie complicité entre les deux, d'une certaine façon, même s'ils ne se parlaient pas beaucoup, là ils ne se parlent plus du tout? Et je pense que moi ce que j'essaie de raconter, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est assez perturbant en fait dans cette histoire, parce que on se rend compte, en fait, on peut imaginer que lorsque Fatima sort de l'adolescence, il y a une distance avec ce père-là. Et ce père-là était présent dans des moments particuliers pour elle. Et en même temps, il y a un passage qui dit... elle lui dit que c'est un monstre, en fait. Mais on ne sait pas pourquoi elle lui dit ça. On ne sait pas pourquoi. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Après, on peut faire plein de liens, on peut imaginer plein de choses. Moi, j'avais envie d'ouvrir. Parce qu'on ne sait pas aussi si finalement, tout au long du roman, ils se parlent ou pas, puisqu'elle pense encore à lui à la fin du roman, avec cette mère, en lui disant « Est-ce que tu veux pas laisser des madeleines pour lui ?» qu'elle nomme pas, et qu'elle n'appelle pas aussi père, mon père. Et donc on ne sait pas bien, en fait, si cette relation s'est vraiment arrêtée, ou si ça s'est arrêté pendant l'adolescence parce qu'elle lui a dit ce truc énorme et que ça a brisé quelque chose, et on ne sait pas bien si c'est lui qui a brisé quelque chose ou si c'est elle. Et puis après, on peut lier ça à la violence tout court. Et le fait de devoir voir pendant des années ses sœurs, la plupart du temps, subir des violences physiques, verbales. Il y a une violence physique, ouais. Tout à fait, ouais. Il y a une violence physique et à laquelle la narratrice échappe. Hein, ouais. Elle n'en est pas victime elle-même. Elle n'en est pas victime elle-même. Elle est plutôt observatrice de cette violence, et du coup, elle grandit avec ce sentiment d'impuissance et ce désir ensuite de sauver tout le monde, de sauver sa mère, de sauver ses sœurs, de sauver Nina, de se sauver elle-même. Ouais. Comment est-ce que vous avez construit le personnage de la mère? Parce que le père est quand même assez absent du roman, celle qui est vraiment présente. Pourtant, même si elle occupe que tout l'espace de sa cuisine, son royaume, la mère, c'est Kamar, c'est-à-dire la lune. C'est ça. Ouais.
Elle ressemble à votre vraie mère, la mère de votre narratrice? Je crois qu'elle lui ressemble. Ma mère, elle aime bien cuisiner, donc en ça, elle lui ressemble. Et c'est vrai que les odeurs et le goût que j'ai pu mettre dans ce roman viennent de la cuisine de ma mère, clairement. Par exemple. Après, la force aussi de cette femme et le côté sacrifié. C'est une femme qui a quitté l'Algérie en laissant toute sa famille, en ne revoyant jamais ses parents avant leur mort. Et ça, je reconnais la force de ma mère à moi. Ouais. D'ailleurs, vous parlez d'Algérie, mais vous n'êtes pas plus précise sur la région, sur le... Ouais. On sait qu'elle est d'origine algérienne, mais on n'a pas plus de précision. On a Alger quand même. Oui, mais elle va visiter Alger. Ouais. On sait juste qu'elle visite Alger, mais la précision, je trouve que ça ferme parfois. C'était pas important pour vous, ça? Non, je crois que ça ferme parfois la précision, et qu'il y a des moments où c'est important d'ouvrir le plus possible pour plus d'identification. Le père aussi, d'ailleurs, vient d'Algérie, hein, les deux. Les deux. Ouais. Les deux. Quelle relation vous avez avec l'Algérie aujourd'hui? C'est paradoxal. Des fois, l'impression que vous dites que la chaleur de l'Algérie vous manque, et puis d'un autre côté, vous dites quand j'y vais, je sais que j'y retournerai plus ou que j'ai plus envie d'y retourner. C'est celle-là ma punchline préférée, je crois. Cette ambivalence-là du texte qui est très importante pour moi. Ce texte s'est vraiment construit sur des ambivalences et sur des allées et venues et sur des contradictions et des paradoxes. Et cette phrase-là, je trouve qu'il y a beaucoup. Mon rapport à l'Algérie, il est complexe. J'y suis pas retournée depuis quelques années. J'envisage d'y aller pour visiter le pays, pour revisiter ma famille et vraiment faire plein de choses là-bas. J'ai hâte de faire ça. Vous pensez que vous serez invité pour aller parler de votre livre? J'espère, ce serait avec joie. En tout cas. Je sais pas si je serai invitée, mais j'espère. Ça pourrait être... Là, de toute façon, ils nous écoutent. Mais bon, ça risque de secouer les mentalités, quoi. Sans doute. J'ai conscience que ce roman fait bouger pas mal de choses. Et fait exister des choses qu'on... En tout cas, vous irez. Si on vous invite, vous y allez. Ouais. Vous y allez. Ouais, avec plaisir. Prête à discuter. Je serais prête à discuter. Ou débattre. Oui, débattre, mais au niveau de l'écriture, c'est possible. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Même rencontrer des lecteurs et des lectrices algériens, ça me plairait beaucoup. Vous avez commencé à recevoir des courriers de ces 2 dernières semaines de lecteurs algériens? Non, j'en ai pas reçu. Pas encore? Non, pas encore. Là, on aura les commentaires des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les commentaires des réseaux sociaux ne sont pas forcément des lecteurs non plus. C'est des gens qui réagissent aux propos, donc c'est différent. Un lecteur, c'est plus engagé. C'est vrai. Et puis, c'est pas la même parole. Et puis, on n'a pas le même contenu avant de parler juste d'une parole. Alors, j'ai appris un livre en préparant cette émission, c'est Blurb. Qu'est-ce que c'est qu'un blurb? Le blurb, c'est un petit texte qui parle de la réception d'un roman ou d'un texte. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le blurb de Virginie Despentes en 4e de couverture avec un joli bandeau rouge. Voilà. C'est rare. C'est très rare, ouais. Enfin, elle le fait pas beaucoup. Non, j'en ai conscience. Ouais. Comment, c'est vous qui l'avez contacté, qui lui avez envoyé votre livre? Alors, j'ai rencontré Virginie pendant mes années de master. Et elle était venue présenter son parcours. Et ensuite, on avait pu avoir une discussion. Et moi, je commençais tout juste la petite dernière. J'avais écrit quelques pages. Et il y a eu un moment donné où j'avais besoin de lui en parler. Donc, je lui ai dit que je commençais l'écriture d'un texte, que c'était assez problématique, que ça touchait à des sujets brûlants, que ça pouvait... que ça me faisait peur, que j'avais l'impression que tout le monde allait me tomber dessus. Et en lui racontant de quoi ça parle, des multiples identités, d'essayer de concilier des identités qui paraissent contradictoires, elle m'a dit que c'était très important que je le fasse, que si c'était pas moi, elle savait pas qui le ferait.
et qu'elle pensait à beaucoup de ses amis à qui ça ferait du bien de lire ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, 2 ans plus tard, du coup, j'ai terminé mon roman. Mon éditrice, Brigitte Bouchard, était à ma soutenance de master. Et elle m'a écrit le lendemain de ma soutenance en me disant « J'ai envie de vous publier ». Et elle aime bien cette petite anecdote parce qu'elle dit que je l'ai beaucoup fait attendre. Et donc, je ne lui ai pas répondu. Et puis, elle m'a réécrit en me disant voilà, j'aimerais bien qu'on se voit pour en discuter. Je lui ai dit j'avais besoin de laisser l'été passer pour laisser reposer le texte et que pour l'instant, j'avais besoin de profiter de mon été. Et donc, en septembre, elle m'a recontactée à nouveau pour se voir. Et on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté. Et là, j'étais prête parce que j'étais en confiance et parce que j'avais l'impression qu'elle avait lu mon texte de la manière la plus sensible et la plus sincère possible. Et puis un jour, Virginie m'a écrit en me disant voilà, ton éditrice m'a proposé d'écrire un blurb sur ton texte. Est-ce que ça t'irait ? Et ben, j'ai pas dit non, évidemment. J'ai pas dit non. J'ai dit que oui, bien sûr. Et que que je me sentais très chanceuse. Et voilà, donc c'est mon éditrice qui a contacté Virginie pour lui proposer d'écrire un blurb. C'est la 4e de couverture. Alors votre héroïne est musulmane et pratiquante, et elle se pose une question, est-ce que c'est parce que sa mère est musulmane ? Est-ce que parce que c'est son père est musulman ? Est-ce que parce que ses sœurs sont musulmanes qu'elle l'est aussi ? Mais je pense que ça, c'est une question qui traverse beaucoup de croyants, à savoir pourquoi on croit, est-ce qu'on croit vraiment, est-ce qu'on croit parce que les autres croient, est-ce qu'on croit parce qu'on a envie d'appartenir à un groupe, est-ce qu'on a envie d'appartenir à sa famille, est-ce qu'on a envie de se sentir proche d'eux et de pouvoir avoir les mêmes convictions. Donc c'est ça qu'il y a dans cette phrase, et Fatima, c'est une question qui la taraude pendant l'adolescence. Et puis il y a ce moment où elle comprend qu'elle doit réapprendre sa religion et de trouver l'endroit dans lequel elle peut être la musulmane qu'elle veut être. Et quand je dis être la musulmane qu'elle veut être, ce n'est pas rendre licite l'illicite, comme le dit le personnage à un moment donné. Il s'agit juste de savoir exactement ce qu'elle ressent pour Dieu et d'où vient cette croyance. Et donc, il y a ce passage qui dit, mais en fait, qu'elle aime Dieu et qu'elle a découvert qu'en fait, elle croyait vraiment et qu'elle s'était reconvertie et qu'elle continue à se convertir à l'islam parce qu'elle a hérité de la religion. Mais du coup, il y a eu ce moment-là où elle s'est rendue compte qu'il fallait faire un énorme pas pour être sûre d'aimer Dieu et de vouloir le connaître. Voilà. Donc elle est croyante, elle est pratiquante parce qu'elle s'est convertie par elle-même, en fait. Parce qu'elle a aussi déconstruit. Dans ce sens que elle fait les 5 prières par jour, elle fait les 5 prières par jour, elle jeûne, elle donne la zakat, elle lit le Coran, elle tend vers pas un idéal, mais elle tend à être meilleure et ça la porte, cette fois, ça la porte complètement. C'est vers Dieu dans ce roman qu'elle se retourne à chaque fois et c'est le seul qu'elle trouve réellement. Et votre héroïne a choisi de ne pas choisir. Elle a choisi de ne pas choisir entre sa foi et sa sexualité, son homosexualité. Comment est-ce qu'elle arrive à faire cohabiter les deux et à faire s'additionner ces 2 identités, cette identité musulmane pratiquante et cette identité d'homosexuel. Et c'est là, effectivement, où vous avez surpris tout le monde et où tout le monde a réagi. C'est finalement dans le fait de dire, voilà, moi je suis les 2 et je ne veux pas réformer l'islam. Mais je crois déjà que... Pas de mosquée inclusive, voilà, ce qu'on a vu aussi naître. Ouais. En fait, je crois que... Il y a vraiment un moment où Fatima se dit en fait, tout me pousse à choisir, en fait. Je vis dans un monde où on essaye à chaque fois de me faire choisir, à chaque fois de porter une seule casquette, d'être seulement une fille, d'être seulement la fille de ses parents, d'être seulement lesbienne dans le milieu LGBT, d'être seulement musulmane
ailleurs, d'être... Alors, pour être clair, c'est-à-dire que dans le milieu lesbien, donc il faut choisir, tu peux pas être les deux. Chez les musulmans, tu peux pas être les deux, c'est ça que ça veut dire? Ouais, constamment. C'est constamment ça. C'est-à-dire qu'elle est constamment ramenée au choix, en fait, de devoir se dire, en fait, je ne peux pas être musulmane, croyante, pratiquante, parce que... et lesbienne. Parce que on m'a appris que c'était un péché, parce que la religion dit que c'est un péché. Et en même temps, elle n'a pas choisi d'être lesbienne. On ne choisit pas d'être lesbienne. Elle a ce désir depuis qu'elle est toute petite. Elle ne choisit pas d'aimer les femmes. Et elle n'a pas choisi d'aimer Dieu non plus. On ne choisit pas d'aimer, en fait. On aime, tout court. Et donc, elle a cet amour, ces deux amours qui sont en contradiction et qui la tourmentent. Et la facilité pour elle, ça aurait été de renier sa religion, de renier les siens. De choisir de n'être que lesbienne. C'était le plus facile? C'est le plus facile. Je crois que c'est le plus facile et c'est pour ça que je raconte... Enfin, c'est le plus facile. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas... Vous racontez par exemple, quand vous allez à une soirée, à chaque fois, et ça existe toujours, on vous demande pourquoi vous buvez pas d'alcool, pourquoi vous mangez pas de porc, enfin voilà. Il faut toujours se justifier finalement. C'est exactement ça, c'est justifier le non-choix. C'est toujours être à l'endroit où l'on... Verre. Mais c'est ça, mais c'est complètement ça. C'est être toujours à l'endroit où l'on nous attend. Donc là, ce roman, ça aurait été OK. Donc c'est cette femme maghrébine, musulmane, qui choisit de renier sa religion, de renier les siens, et d'être juste lesbienne. Mais pourquoi en fait? Pourquoi Fatima, elle devrait être juste lesbienne si elle aime aussi Dieu et si elle est croyante et pratiquante? Qui sont les gens pour lui dire qu'elle n'est pas musulmane? Qui sont les gens pour lui dire qu'elle doit sortir de la religion si elle est lesbienne, en fait. Avec une conscience qu'elle commet un péché. Oui, avec cette conscience-là. Ce qu'elle dit, hein, elle le dit dans le sûr. texte. Mais elle n'apprend rien à personne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la première à dire que c'est un péché. Dans l'islam, l'homosexualité est un péché et elle n'apprend rien à personne en disant cela. C'est-à-dire que tout est porté sur ça. Et puis, en fait, il n'y a pas un péché. On ne peut pas dire que, par exemple... Elle a quand même des justifications du Coran en disant qu'effectivement, quand on parle d'homosexualité, c'est de l'homosexualité masculine, et que ça parlait d'un abus. Bien sûr. Et ça, c'est dans sa quête, dans la recherche de la compréhension des textes et de ce que dit vraiment la religion. Parce que là, elle va voir des imams, elle cherche des réponses, mais en vrai, j'ai la sensation qu'elle ne cherche pas vraiment de réponses. Et moi, je suis convaincue que le roman n'apporte pas de réponse, en fait. Donc, ce que je cherche à faire, c'est juste parler de la complexité des identités et parler de ce cri de liberté de ne pas choisir. Parce que aujourd'hui, je pense que si on ouvrait plus la porte au non-choix, les gens se sentiraient beaucoup plus libres. Et ça fait tellement souffrir de devoir choisir alors que tu te sens... Tu essayes de concilier les deux et toi, tu aimes tes deux identités. Est-ce que votre foi vous aide à accepter ou à mieux accepter, je ne sais pas si la question est à droite ou pas, votre homosexualité ou pas? Je crois que dans ce roman, la foi... ça vous déchire et ça vous écartèle, en fait. Je crois que ça raconte le tiraillement, d'abord. Ça raconte le tiraillement d'abord, mais parce que partout, on laisse pas de place à ça. Mais avec elle-même, Fatima, j'ai la sensation que elle lâche prise par rapport à ces questions-là, en fait. Elle est dans le tiraillement parce que si tout lui renvoie à cette impossibilité de concilier les deux. Mais en fait, elle les concilie déjà. Elle vit son homosexualité, et elle vit sa croyance, et elle vit sa pratique. Pour elle, c'est pas contradictoire, c'est ça que ça veut dire. Et finalement, c'est contradictoire dans les textes. C'est contradictoire aux yeux de tout le monde, partout. À Clichy-sous-Bois, à Paris, en Algérie, en France, je ne sais où. Dans le milieu LGBT. C'est contradictoire pour les autres, mais au fond, dans les faits, elle vit cette double identité. Elle vit son homosexualité et elle est musulmane, croyante, pratiquante et elle n'a renoncé à rien. Donc ça existe. C'est pas toujours joyeux, évidemment, il y a ce tiraillement et on ne peut pas l'enlever. Mais si on prend juste Fatima et sa pratique et son amour de Dieu et son amour pour les femmes, il n'y a rien à redire en fait. Mais comment est-ce qu'elle envisage sa relation avec Dieu?
J'ai la sensation que c'est toujours dans cette complexité-là de tourments et de bonheur aussi. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce qui est au-dessus de tout et qui la porte, qui l'aide à se lever le matin, qui l'aide à ne renoncer à rien, qui l'aide à se battre, qui l'aide à sortir de la honte, de la détestation de soi. Et en ça, il l'aide même concernant l'homosexualité, en fait. Il l'aide à porter cette parole. Et puis j'ai envie de dire, le roman est là et il existe et ça, c'est Dieu. Quelle importance vous accordez au regard des autres, finalement ? Est-ce que vous vous en moquez ou pas ? Vous vous en moquez ou pas ? Je crois que personne ne se moque du regard des autres. Je pense que j'ai eu assez de distance concernant le regard des autres. Ça ne me bouffe pas. Genre, j'arrive à continuer à vivre ma vie. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent peut-être, mais elle dit n'importe quoi, en fait. Aujourd'hui. Ouais, que je dis n'importe quoi aujourd'hui en parlant de mon roman. Non, pas en parlant du roman, mais en parlant de justement cette cohabitation entre le fait d'être pratiquante, musulmane et homosexuelle. Oui, moi je comprends très bien qu'on puisse se dire ça, et je suis personne pour dire que les gens ne peuvent pas penser ça. Et en fait, je comprends les gens qui pensent ça. Je comprends les gens qui pensent que c'est incompatible. Je comprends les gens qui disent que si on considère que c'est un péché, c'est terrible. Je comprends tout, en fait. Après, encore une fois, moi, je raconte une histoire. Je pars d'un endroit très précis, d'un contexte très précis. Je suis pas sociologue, je suis pas historienne, je suis pas théologienne. Je suis romancière. Et j'écris, en fait. Et j'essaie de mettre en lumière une histoire qu'on n'entend pas. Et je porte une seule voix, mais je sais que cette voix-là, elle fait écho à plein d'autres voix. Parce que votre héroïne, elle rencontre un groupe de lesbiennes musulmanes. Ça, c'est dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie, donc ça, c'est moi. Ouais. Et qui l'aide finalement, qui va pouvoir parler, discuter. Mais je pense que ce roman, il existe aussi parce que j'ai rencontré ces femmes-là. Parce que je me suis dit, ok, on est nombreuses en fait, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule, et en fait on doit arrêter de nier ton existence, on doit arrêter d'effacer, d'invisibiliser certaines de tes identités. Et en fait aujourd'hui, si t'es pas soit dans la réforme de l'islam, soit dans la détestation de ta famille, ou dans le choix direct, tu peux pas exister. Et en fait moi, cette parole-là, j'ai envie de la porter, même si ça fait trembler, et même si ça remue. Parce qu'en fait, si ça remue, c'est que c'est important qu'on le dise. Et ces femmes-là, j'ai rencontré des femmes incroyables que je porte dans mon cœur et qui m'ont vraiment donné un élan dans l'écriture qui a fait que cette voix, je suis obligée de la porter et que j'ai pas d'autre choix. Et bien sûr que le regard des autres ne me laisse pas intacte, mais aujourd'hui, je lâcherai rien en fait. Et je ferai aucun choix, et ma narratrice non plus. Fatima Das, votre premier roman vient de sortir, s'appelle La Petite Dernière, aux éditions Noir sur Blanc, dans la collection Notabilia. On le montre à la caméra puisque vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Regardez la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Merci de vous être arrêtés sur Beurre FM ce matin. C'est un plaisir de vous rencontrer. Passez un bon dimanche à tous.